Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro de votre émission Déballage. Avril 2016, avril 2024, 8 ans déjà que l'actuel locataire de la Marina a pris les rênes du pouvoir à la succession de Boniaï. 8 ans après, un bilan s'impose et nous en parlons ce matin sur ce plateau avec mes invités déjà installés. À ma gauche, Donatien Diglé, journaliste, analyste politique. Donatien, bonjour. Bonjour Ismaël. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi. En face de vous, Abdoulaye Sanoussi, président du mouvement FUS et membre du Parti politique Les Démocrates. Sanoussi, bonjour. Bonjour Ismaël. Merci également de répondre à notre invitation. C'est moi. Alors, je le disais à l'entame de cette émission, cela fait déjà 8 ans que Patrice Talon a accédé à la magistrature suprême. 8 ans après, nous allons nous donner cet exercice, de faire le bilan de sa gestion 8 ans après. Que peut-on retenir de la gestion du pouvoir d'État par Patrice Talon, 8 ans après son accession à la magistrature suprême? Le champ de la rupture et du nouveau départ a-t-il réussi à insuffler un vent nouveau au Bénin 8 ans après? Je commence par vous, Donatien Diglé. Quelle lecture, je dirais, quelle analyse faites-vous de Patrice Talon 8 ans au niveau de la gestion des affaires publiques, des affaires de ce pays-là? 8 ans, ça va vite, parce que on se rappelle l'euphorie de la prise du pouvoir du président Patrice Talon. On a vu un peu les premières réformes. 8 ans, c'est aller vite. Donc aujourd'hui, puisque nous sommes au-delà du 6 avril, il nous reste moins de 2 ans, techniquement parlant. Et pour faire un bilan, il sera prétentieux quand même de se lever, de faire un bilan global de la gestion du président Patrice Talon. L'idéal aurait voulu qu'on prenne secteur par secteur, parce qu'il y a des secteurs dans lesquels il faut avouer que... Oui, on va y revenir secteur par secteur. Bon, donc de façon globale, il faut remarquer que Patrice Talon a apporté une touche particulière dans l'animation de la vie politique de notre pays. L'exemple le plus frappant, c'est les questions de remaniement, qui sont une question qui est revenue de façon exceptionnelle, puisque les gens espéraient le voir changer son équipe, mais on a noté une certaine constance. L'autre chose, il a une marque particulière de rigueur dans la gestion des affaires publiques. Au départ, on avait pensé à la chasse aux sorcières, mais on a vu aujourd'hui que même des gens de son camp sont rattrapés par des dossiers. On a vu la punition infligée à ces gens-là. Ce que tout le monde dit, et ce que je peux dire comme tout le monde, c'est que il y a un volet sur lequel beaucoup ne s'accordent pas avec le président de la République, c'est le volet social où les choses n'ont pas tourné comme cela se devait, malgré les efforts faits. Sinon, globalement, Patrice Talon a apporté sa touche. Rien qu'à voir, à faire un tour dans le pays. Ouais, la question d'infrastructure routière, par exemple, sur Patrice Talon reste une prouesse de haut niveau, et que vous savez de l'évolution de la mouvance, pour le côté à ce point, il a marqué de gros points les réformes politiques, et donc par la suite, on pourrait s'intéresser à chaque secteur pour voir l'évolution 8 ans après, ce qui a changé, ce qui n'a pas changé. Mais il faut dire qu'il y a des aspects positifs et des aspects négatifs. Il a dit lui-même, il n'est pas un dieu, il est un homme, il a commis des erreurs. Lorsque je retourne un peu 2 ans après la prise du pouvoir, je peux par exemple condamner la question du déguerpissement des populations, qui a été une question mal appréciée parce que la violence était au rendez-vous. Nos mères ménagères ont perdu l'activité, on n'a pas pu les réinstaller autrement, et lui-même il a dit que si c'était à reprendre, il n'allait pas procéder ainsi. Donc il y a des aspects positifs et des aspects négatifs, mais on peut se réjouir que le visage du Bénin a changé, il a eu du beau, même si tout le monde n'est pas content du volet social. D'accord. Votre vis-à-vis parlait tout de suite qu'on peut se réjouir, même si tout n'est pas rose. Sanoussi, votre lecture, votre analyse, 8 ans après la prise de pouvoir de Patrice Talon. Merci beaucoup. Je crois bien que nous sommes déjà à l'orée des nouvelles élections de 2026, élections générales bien sûr. En 2016, Patrice Talon venait comme un messie, comme un sauveur de la République, parce que tous nous avons porté le chapeau de changer de la rupture. Ah, vous avez été... Oui, nous étions les... Donc vous avez porté Patrice Talon au pouvoir en 2016. En 2016, ça il faut avoir le courage de le dire, parce qu'on se disait que c'était un messie, c'était le sauveur de la République. Et aujourd'hui Mais force est de constater qu'on a été déçus, totalement bien sûr. Nous avons été anéantis psychologiquement, financièrement, techniquement, tout ça ne va pas. Donc, en somme, oui, 8 ans après, 8 ans après, c'est la déception totale. Pour vous, c'est la déception? C'est la déception totale.
Ça, il faut avoir le courage de le dire. Mais il y a eu des réalisations. Dont on parlait des infrastructures. Le Bénin ne s'arrête pas à Cotonou. Le Bénin, c'est Niki. Le Bénin, c'est Nati. Le Bénin, c'est Malambel. C'est Kandi, ainsi de suite. Tout le pays en chantier. Tout le pays en chantier à quelques mois de la fin de son mandat. Qu'est-ce qu'il faut faire? À Parakou, je prends l'exemple de Parakou, où les gens nous ont déjà chanté ici, PAG2, où en sommes-nous? Depuis le lancement du PAG1, ils nous ont flangué le message de UA PAG2 jusqu'à ce qu'ils nous ont cité les rues. Jusqu'à l'heure là, nous sommes restés à nos choix. Donc, domaine des infrastructures, il y a des prouesses du côté du Cotonou jusqu'à Boycon, mais le Nord est oublié. Ça, ce n'est pas une question de régionalisme, c'est une stratégie. Et je dis c'est la réalité du monde. Est-ce qu'au bout de ces 8 ans-là, le Bénin n'a pas connu une transformation selon vous? 2016, le visage que présentait le Bénin en 2016 et le visage que présente le Bénin aujourd'hui en 2004, est-ce que pour vous, on n'a pas connu une transformation? Transformation dans quel domaine? Non, mais quand même, il y a eu des réformes quand même qui ont été... Peut-être les réformes, c'est le système partisan qui est en train d'échouer. Aujourd'hui. Échouer sur c'est en train d'échouer. Pourquoi vous le dites? Mais le Bénin en 90, les formations politiques aujourd'hui sont quand même regroupées dans de grands ensembles. Écoutez, oui. À la sortie des conférences des forces vives de 90, oui, le Bénin a opté pour le multipartisme intégral. Ça se comprend. Oui. Si aujourd'hui, les gens veulent nous faire croire qu'il faut aller au parti unique, c'est là où nous sommes en train d'aller, au parti unique. Or, le Bénin n'est pas dans ce sillage. Le Bénin, c'est pour nous tous. Tout citoyen béninois qui a la capacité, qui a la carrure, qui a les critères d'aller aux élections, peut y aller. Aujourd'hui, on nous parle de 2 partis, BR et UP. Oui. Et le UPR. Oui. Et le LD. Et le LD, oui, qui sont venus à la dernière minute, serait-ce qu'aux élections de 2023. Oui. Or, le président Talon a organisé minimum au moins 4 ou 3 élections déjà. Ces élections, nous savons comment est-ce que ces élections-là se sont passées. On va revenir sur la question. Dans l'ancien, le Bénin a connu une transformation. Quand on prend d'abord dans le secteur politique, pour vous, quelle analyse faites-vous de tout ce qui a été fait qui a été opéré comme réforme, surtout avec la réforme du système partisan aujourd'hui, qui oblige les partis politiques à se mettre dans de grands regroupements pour éviter ces panoplies de partis politiques qu'on a observés par le passé. D'accord. Je suis content maintenant qu'on soit en train de sérier le débat, voilà, parce que nous avons sur le plan politique, oui, et ça nous permettra de comparer les faits. Sur le plan politique. Vous avez par exemple parlé de la conférence nationale de 90, et je vais vous dire qu'au lendemain de cette conférence, tous autant que nous sommes, nous avons constaté que lorsqu'on va aux élections, les bulletins n'arrivent pas à contenir les logos. Et on a reposé ça pour trouver qu'il faut aller faire de grands ensembles. Ça n'a pas été la parole du président Patrice Talon. Je ne suis pas sur le plateau pour le défendre, je parle des faits. Et donc, on a dénoncé ces choses, et je vous ai dit sur le plateau, là, vous n'étiez pas là, vous avez certainement suivi, où il y a des dames qui peuvent prendre le sac pour dire qu'elles vont à l'élection présidentielle. Il y a des gens qui peuvent venir et se faire payer la caution. Il faut arrêter avec cette pagaille-là à un moment donné. Et qu'est-ce que nous avons constaté? Est-ce que vous savez par exemple que malgré tout le temps que Amoussou Bouina a passé au Parlement en politique, il n'a pas pu traîner des députés du Nord. Mais le PSD était comme un parti politique national. Même chose pour le parti PRD de Adrien Ngueti, qui est pour Ouémé Plateau et une partie de Akwakwa. Vous le savez mieux que moi. Le PSD n'a pas pu avoir de députés dans les autres pays. Vous avez cité Niki, Marie Consort. Quand vous êtes un parti politique, vous devez avoir véritablement une envergure nationale. Vous devez être en mesure de prendre des députés de la première circonscription électorale qui vont aller nous représenter au Parlement. C'est pour ça que l'idée de la réforme du système partisan n'est pas une idée mauvaise. Il se trouve qu'au fond, il y a des choses qu'on peut reprocher aux réformes politiques du président Patrice Talon. Exemple sur exemple. Parce que quand j'écoute les opposants dans les débats du genre, bon, il faut voir tout en noir, ça dépend des lunettes, c'est vrai. Vos lunettes sont des lunettes de l'opposition. Écoutez, la question du certificat de conformité, par exemple. Ça, par exemple, c'est un truc à dénoncer. Ça vient d'où? Et pourquoi ça a disparu? Mais j'ai constaté que les opposants n'en parlent pas souvent. Ça, par exemple, c'est une faille des réformes politiques du président Patrice Talon. Mais tenter de créer de grands regroupements politiques est une avancée. Lorsque vous allez aux États-Unis, par exemple, on ne vous parle que de démocrates et de républicains. Et ça n'empêche pas d'élire un président.
Aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, tout le débat lié à la réforme du système partisan au code électoral est lié à la question des 20% par circonscription électorale. Tout le reste là, vous allez voir, l'opposition ne s'en plaît pas. Et moi je dis, il y a une contradiction dans ce que l'opposition est en train de faire. Si vous reconnaissez que vous êtes un parti national et que vous avez un leader populaire, vous ne devez pas craindre des 20%. Vous devez même défier le pouvoir en place. Non, attention. Donc moi je dis, non, moi je ne suis pas contre le débat des 20% par circonscription électorale. Et je pense que, puisqu'on a été déjà aux élections passées, sans tenir compte des 20%, on peut rester dans la taille des 10%. On peut faire le débat à ce niveau-là. Donc, par endroit, il faut regrouper les partis politiques et surtout donner la force aux partis politiques et non aux hommes. Parce que hier, pour positionner un candidat, attention, il faut faire la courbe devant le président du parti politique. Il faut même donner de l'argent pour faire positionner. Est-ce que vous savez ça, par exemple, M. Sanoussi? Vous devez être d'accord avec moi. Aujourd'hui, avec le système en cours, les partis politiques vont choisir, c'est-à-dire vont porter un candidat. Et vous pensez que c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. Apparemment. Oui, sur le plan politique. Sur le plan politique. Pour clore, voilà, ce premier... le frère Donatien est en train de vouloir mettre le couteau sur la plaie. Parce que le problème de 20%, je voudrais vous poser une seule question. Dites-nous dans quel pays au monde, je dis bien dans quel pays au monde, cette caution est exigée, 20%. Non. Nulle part. Je viens nulle part. Oui. Je dis bien nulle part. Un parti, c'est un fief. Un parti, c'est un fief. Pour vous, c'est ça? Donc, un parti, c'est un fief. Lorsque vous prenez aujourd'hui les démocrates au niveau des États-Unis, ils ont un fief. Ils ont des représentants dans chaque... comment on appelle le truc là? Le bureau. Mais ici, si nous prenons le Bénin, connaissant le Bénin, nous ne pouvons pas dire qu'un parti n'aura pas... Les démocrates, ils ont un fief. Les BR ont un fief. Mais les 20%, soyez-en sûrs, ça c'est un problème. C'est un véritable problème. Donc, je vous dis que c'est un véritable problème. Non, parce que vous l'avez dit. Vous dites que si un parti se dit qu'il est prêt, qu'il a déjà la popularité, qu'il est populaire du moins, les 20% ne lui causera pas de problème. Mais au même moment, vous savez que le parti de l'opposition, à savoir les LD, n'ont pas un représentant à la Sénat, n'ont pas un représentant au niveau de la Cour constitutionnelle, et le fichier électoral. Nous n'avons pas un représentant. Juste là. Vous posez un autre problème. Non, c'est toujours politique. Ça, c'est notre problème. C'est toujours politique. C'est toujours là. Ça émane vers les élections générales de 2026. Qui déclare les résultats? C'est pas la Cour constitutionnelle. Là, nous parlons rien à voir avec la réforme. Non, c'est toujours. Écoutez. La réforme du système partisan exige qu'il y ait des représentants au niveau de la Sénat. On est d'accord? Il doit y avoir des représentants au niveau de la Sénat, de l'opposition bien sûr, au niveau de la Sénat. Donc pour vous, il n'y a pas... Écoutez, la Cour constitutionnelle, l'opposition, ou bien l'Assemblée nationale envoie un représentant. Juste là. Niet. Le système partisan dont parle mon frère, en 2016, le système partisan, vous avez exigé les lois. Le parti LD a tout fait pour respecter les lois. Il est parti aux élections. Tous nous avons vu par les gymnastiques, vous nous avez accordé les 28 degrés. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce sont des thèmes opposants. Voilà. Nous avons eu 28 députés. Une minorité. Mais cette minorité, elle est en train de faire un excellent boulot à l'Assemblée nationale. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Voilà, c'est normal. Mais les 20% que vous avez exigés dans les 24 circonscriptions électorales, chez nous là, au niveau du parti LDI, ce n'est pas ça le problème. D'accord. Donc, ce n'est pas ça le problème. C'est que sur le plan politique, c'est que ça a été un échec. C'est un échec total. C'est un échec total. Quand j'écoute mon cher ami Sanoussi, c'est un échec total. Je note qu'il n'est même pas contre les 20%. Mais son problème est ailleurs. Son problème est au niveau de la Sénat, au niveau de la Cour constitutionnelle. Parce que les représentants des forces de l'opposition n'est pas... Juste pour rafraîchir la mémoire, pour vous dire qu'en 2016, quand Patrice Talon venait au pouvoir, il n'avait aucun membre ni à la Sénat, ni au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais c'est le peuple qui l'a opposé au pouvoir. C'est le peuple était d'accord parce que c'était déjà la fin du mandat de Yahi Boni. Il est en train de finir son mandat. Il est en train de finir son mandat. Et il a été clair, il dit quoi? Pour être réélu, nous n'avons pas besoin
Et nous n'avons pas besoin des électeurs et autres là. Il suffit d'avoir des grands électeurs. Je cite à propos du chef de l'État. Voilà. En parlant des grands recrutements, est-ce que vous savez qu'au Sénégal, l'un des premiers discours de l'actuel président, il a parlé de la nécessité d'aller vers des réformes pour aller vers des grands ensembles. Parce que c'est nécessaire. Pour arrêter la pagaille en Afrique, pour permettre aux formations politiques de jouer pleinement leur rôle. Voilà. Et vous savez que nous avons été tous surpris de constater que Boni Yayi en venant au pouvoir n'avait pas de formation politique. Patrice Talon en venant au pouvoir n'avait pas de formation politique. Et c'est ensemble qu'on a dit que ça ne peut pas continuer comme ça. Pourquoi aujourd'hui ça pose problème? Sur le plan politique, la fin d'un mandat d'un président est très très difficile à gérer. Voilà, donc pour vous, c'est une fin de mandat. C'est une fin de mandat et je vous assure que d'ici quelques jours, vous allez voir des recommandations. D'accord, on évolue sur le plan politique et sur le plan économique. 8 ans après, et de la Sénégal, qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce qu'il y a eu d'avancées sur le plan économique? Je pense que même les opposants doivent le reconnaître, qu'il y a des avancées au niveau du plan économique. Oui, c'est vrai. Par exemple, je donne la question de la digitalisation de notre administration. Aujourd'hui, par exemple, lorsque vous êtes propriétaire d'un véhicule, vous n'êtes plus obligé de rencontrer un citoyen devant vous pour faire les formalités de TVR et consorts. Et ça fait qu'il y a une certaine traçabilité, puisque c'est tout ce jour en ligne. Est-ce que ce n'est pas nécessaire? Non, est-ce que ce n'est pas bon comme réforme? Est-ce que ça ne permet pas? Parce que le président de la République a dit, et nous parlons de bilan, tout à l'heure sur le plan économique, je voudrais vous dire là où je ne suis pas d'accord avec le pouvoir, parce que mon rôle n'est pas de jouer le rôle de l'opposition. Je suis analyste politique, je reste dans les limites. Regardez, et aujourd'hui par exemple, lorsque vous faites le tour, hier par exemple, lorsque vous allez au niveau du service des impôts, je ne suis pas contre mes amis qui sont là-bas, vous traitez avec des individus, et ça facilite ce que vous savez. Mais aujourd'hui, non, tout est en ligne. Est-ce que ce n'est pas une réforme à apprécier sur le plan économique? Vous pouvez poser la question? Non, je continue. Je sais que vous êtes pressé de prendre la parole. Donc je dis, le chef d'État est allé voir les partenaires techniques et financiers au départ pour leur dire, je ne suis pas venu de vous demander de l'argent, observez-moi. On a constaté que notre propre pays a des ressources pour faire une bonne partie de son développement. Il est vrai que dans le lot, on a constaté que l'argent a été mobilisé, des citoyens ont osé quand même tenter de mettre la main dessus, ce qui est mauvais. Mais je pense que sur le plan économique, il y a eu des réformes aujourd'hui qui nous permettent quand même, qui nous donnent une certaine crédibilité devant les partenaires, les sérieux. Ça veut dire que nos scientifiques ont une certaine valeur aujourd'hui qu'on n'avait pas hier. Ça, ce sont des choses qu'il faut reconnaître comme, sur le plan économique. Apparemment, Donatien n'est pas en train de dire la réalité. Non. On demande sur le plan économique là. Oui. Qu'est-ce que est-ce que le citoyen lambda, non, ça, je viens, non. Le citoyen, je viens, le citoyen lambda qui a investi, dans quel domaine? Par exemple, dans le commerce, le PIB, est-ce que ça lui, au retour là, il arrive à satisfaire ces trucs-là? Est-ce que l'argent là, ça va dans le trésor public? Quel argent? L'argent du citoyen ou l'argent du citoyen, mais il doit payer les tasses. Maintenant, vous parlez de la citation. Nous sommes dans un monde multipolaire. Ce sont les taxes que nous payons. Voilà, ces taxes-là, celui qui a investi et il n'a pas eu de retour, est-ce qu'il peut aller payer des taxes? De quel retour vous parlez? Mais j'investis, je dois avoir le bénéfice. J'enlève mes bénéfices, les taxes pour l'État, je dois aller payer. Non, mais... Même l'économie... Vous cultivez par exemple un produit. Voilà. Vous allez le vendre. Voilà. Vous vendez le produit. Voilà. L'argent vous revient, n'est-ce pas? Naturellement. Vous faites de bénéfices. Voilà. Donc ce bénéfice vous appartient ou bien? Non, je paie les taxes. Oui, je dois aller revendre. Oui, vous payez les taxes. Je dois aller revendre ces produits. Je dois aller revendre ces produits. Oui, ces produits, on le développement du pays. Voilà, c'est là où je vais en venir. Oui. Aller payer ces taxes-là, ça va dans la caisse de l'État. Tout à fait. Oui. Maintenant, si moi qui ai produit, je n'ai pas pu vendre. Je n'ai pas pu vendre mon produit. Qu'est-ce que j'irai payer à l'État? Mais personne ne m'interdit de vendre votre produit. Non, on m'interdit. Lorsque vous prenez des collages de cailloux pour aller m'enfermer, pour aller fermer ma voie, vous voulez... On dit la libre circulation. Le chef de l'État écoutez, a expliqué. Apparemment, vous êtes en train de me couper. Allez-y. La libre circulation des personnes et des biens. Oui. J'ai produit. Je dois aller vendre là où je veux. C'est moi qui ai produit ma chose. Au nom de quel test? Au nom de quel test? Qu'est-ce que vous appelez? Depuis que le monde existe. Oh là là. Qu'est-ce que vous appelez test? Les partenaires techniques et financiers, M. Sanoussi, les partenaires techniques et financiers qui mettent les sous à notre disposition là. Ces sous là, vous connaissez Lorin Jessou,
ce sont les impôts, les taxes qu'ils payent là-bas. C'est ça qu'ils nous prêtent en retour. Mais ça dépend de celui qui est parti faire prêt à la banque. Moi, j'ai mon argent, c'est moi qui ai investi mon argent. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que nous avons des frontières poreuses? Est-ce qu'il n'y a pas un État sérieux de contrôler ces frontières pour centraliser ces productions? Attendez, le débat de soja et consorts, c'est un autre débat. On peut négocier avec l'État pour dire... Ça, il va dans le PIB. C'est ça que je vous dis. Et aujourd'hui, par exemple, la lutte des sojaculteurs a payé. Ça fait qu'on vous dit, oui, vous pouvez passer par sortir vos produits, mais dans une seule condition. Vous passez par le port, vous payez ce que vous voulez payer. Et allez vendre votre produit comme vous voulez à l'extérieur. Ça n'a pas été dit au Bénin, tu me trompes de pays. Je ne sais pas si je suis au Bénin avec vous. Donatien, vous jouez le rôle de la mouvance, c'est pas Non, grave. non, vous jouez le rôle de la mouvance. Je comprends, vous portez le casquette de mouvance. Soyez clair. Également, sur le plan économique, c'est qu'il n'y a pas sur le plan économique, le port, le pouvoir économique. Oui. Et actuellement, ce que nous voyons. Le port est comment aujourd'hui? Écoutez, est-ce que ça fonctionne? Mais Avant, lorsque vous prenez les mercredis jusqu'au samedi, prenez le tronçon, vous voyez comment les camions, chaque fois c'est des allers-retours. Aujourd'hui, ça ne va pas. Nous avons un souci sur le plan, et bon, je ne voulais pas aller sur le plan diplomatique. Oui. La frontière est fermée. Pourquoi? Parce que nous avons des soucis avec nos pays, nos frères du Niger. La diplomatie n'est pas offensive. Nous avons une diplomatie défensive et nous voudrons évoluer en autarcie. Aucun pays ne peut jamais se développer en autarcie. Nous avons besoin de nos frères du Nord, de l'Est, de l'Est. Le Togo est là. Il y a le problème avec le Togo. Nous avons le problème avec le Niger. Qui sont les pays qui exploitent notre port? C'est le Niger, le Tchad, le Mali, le Burkina. Aujourd'hui, ces pays-là ne viennent plus encore au Bénin. Sur le plan économique. Notre économie a un souci. Oui, ça nous dit. Reconnaissons quand même qu'il y a eu, sur le plan économique, il y a eu les investissements dans l'industrie notamment. Et quand nous prenons la GDZ aujourd'hui à Glodibé, c'est, je dirais quand même, c'est un centre aujourd'hui qui produit de l'emploi. De l'investissement est fait à ce niveau-là. Et vous ne voyez pas quand même qu'il y a de gros efforts qui sont faits sur ce plan-là? Certes, il y a eu des gros efforts. Mais oui. La matière première vient d'où? Mais ce sont les produits de chez nous ici Non, sur le plan économique. D'abord, la crise avec le Niger, nous avons tous été là pour reprocher la position du Bénin. Parce que ça a des répercussions. C'est comme ça que je veux qu'on analyse des choses. On a dit la manière dont le Bénin s'est affiché très tôt dans cette crise-là était fatale pour notre économie. C'est vrai, ça a des impacts. Il faut le reconnaître. Je vais vous dire quelque chose. Ce qu'on peut peut-être reprocher sur le plan économique, nous avons l'Océbienne. Et lorsque vous repartez dans l'histoire de la ville du Septentrion, vous allez voir que l'Océbienne jouait un rôle stratégique. Le fait de ne pas tout faire, malgré la volonté affichée du chef d'État, pour relancer à tout prix l'Océbienne, ça a joué sur les transporteurs du Septentrion. Et là, on peut espérer qu'avant la fin de son mandat, le chef d'État va réaliser cette promesse-là. L'autre chose, c'est la question du port sec de Parakou, qui n'a pas tourné véritablement. Si tout ça tournait, ça va donner de l'emploi. Parce que les transporteurs qui sont du Septentrion, je ne mets pas de côté la crise avec le Niger, parce que si la crise et que la frontière est fermée, tout ce que je dis là, c'est à l'eau. Vous avez parlé tout à l'heure de la matière première. Quand on prend le Bénin, c'est la partie septentrionale qui produit plus du coton. Il était concevable que le coton ne puisse pas tourner réellement, comme cela se doit. Donc quand on met ces paramètres ensemble, on voit que le chef d'État, il a essayé dans plusieurs domaines, vous avez parlé de Glodibé, qui reste aujourd'hui un joyau pour tous les Béninois. Quand vous avez de l'opposition, il va partir, quelqu'un va gérer, il ne va pas fermer Glodibé. Il fait un Glodibé, il fera du tort à notre économie. Donc moi je pense que la tête sur les épaules, on peut analyser les choses. Et je vais vous dire, sur le plan économique, vous savez ce qui est le problème? Vous n'êtes pas concerné, il est plus concerné que moi. Vous savez, avant l'arrivée du président Patrice Talon, il y avait ce qu'on appelle l'aide de l'État à la presse privée. Depuis qu'il est venu à couper, vous ne savez peut-être pas ça. Ça ne pas de nos réalités. Quel que soit ce que cela constitue comme cagnotte, ça joue un rôle dans les organes. Le fait de supprimer, ça a un impact. L'autre chose qu'on peut peut-être reprocher au président de la République, et qu'on n'arrive pas à comprendre, quel était le péché commis par la SONAPRA pour être fermé, qu'on envoie les travailleurs à la maison? Quand ça se passe comme ça, quand vous prenez un père de famille au Bénin, c'est beaucoup de ramifications. Et donc, quand lui se retrouve à la maison, quel que soit le droit qu'il a reçu, il ne peut plus couvrir les charges comme avant. Du coup, il sent la douleur, tout ce qu'il y a comme ramification sent la douleur. C'est comme ça que je veux qu'on analyse et qu'on fasse un peu le bilan pour dire que, par endroit, il y a eu des actions
Tout à l'heure, vous avez dit infrastructure, que c'est suite. Bon, d'accord, je comprends votre position. Et je peux m'aller derrière pour dire que j'aurais souhaité plus pour Parakou. Mais lorsque vous avez une voiture, ou vous empruntez la voiture de quelqu'un, et vous traversez le Bénin, vous arrivez à Tassa, un peu avant la Grotte Marianne. C'était difficile de traverser cette partie-là. Aujourd'hui, je ne sais pas si la dernière fois que vous êtes allé au sud, ça remonte à quand. C'est aisé de passer par là. Il faut le reconnaître, qu'on soit contre. Mais il faut reconnaître qu'ici c'est bon, mais j'ai constaté que vos lunettes ne voient que ce qui est mauvais et on est avec, c'est pas grave. On abonde dans le domaine des infrastructures au Bénin. Nous avons déjà abordé ça. Oui, on revient sur cet aspect. Et globalement, 8 ans après, des chantiers sont en cours dans le pays. Et on pourrait dire quand même que le Bénin sur le plan, sur le plan des infrastructures. Pour ma commune. Donnez-moi l'exemple pour ma commune. Non, mais nous avons eu, à l'Aniki, là aujourd'hui, le tronçon est en cours. Vous savez, avant le départ du président Yahi, il y a déjà plus de 2 milliards, plus de 20 000 milliards qui sont déjà à la caisse, qui sont déposés. Le gouvernement était déjà une continuité. Le président Talon est venu, il a vu, tout a été déjà tracé. Donc, ce n'est que le prolongement, ce n'est que l'exécution du président Yahi que le président Talon a fait. C'est peut-être dans ces 2 derniers mandats-là qu'il va vouloir commencer ses propres réalisations. Vous pensez? Oui, c'est mon point de vue. Maintenant, moi, je me focalise toujours sur ma commune. Parce que c'est là qui est ma genèse. Maintenant, lorsque je dis je me focalise. Non, on fait un débat. Maintenant, lorsque vous voudrez qu'on aille au sud, non, pas au sud, national. Non, je viens. Nous allons commencer du sud. D'accord. Aujourd'hui, Cotonou a été. Le visage de Cotonou a changé avec la place de l'Amazone, avec bien sûr les voies. C'est une bonne chose. Mais est-ce que le citoyen lambda a besoin de ça d'abord? Ah, d'accord. Non, je pose une question. Pour vous, oui. Pour vous, les citoyens, est-ce que le citoyen lambda, est-ce que c'est ça? Parce qu'il faut privilégier aussi le primordial, le nécessaire et l'agréable. Est-ce que, à l'instant T là, c'est ça le citoyen béninois, le citoyen lambda a besoin? Lui, il a besoin de son pain et de la paix. Si déjà la paix, son pain a été menacé déjà, et la paix est en train d'être menacée, alors là c'est la cacophonie. L'infrastructure ne veut rien dire. Ça là, peut-être Cotonou est la capitale. Il faut changer le visage de Cotonou. Mais dans les autres, le coton, les villages là, qui cultivent le coton là, ce n'est pas les camions, les titans qui vont ramasser ces trucs-là. À chaque saison, à chaque campagne cotonnière, vous ne voyez pas le nombre de camions qui tombent. C'est un investissement dans un camion. À chaque campagne saisonnière, il faut les pistes là sont très très. Prenons la voie Université Cabor. Vous allez couler les larmes. Stade Perere. Vous allez couler les larmes. C'est grave ce qui se passe. Parakou aussi, les autres communes en ont besoin. Vous avez parlé de Tassa. Que non, Donatien. De toutes les façons, est-ce que ce que je dis ce que vous avez dit sur le plan, peut-être là où je peux être d'accord avec vous, c'est la libération au niveau du digital. C'est-à-dire, vous repartez sur le plan numérique. Là, je suis parfaitement d'accord, surtout au niveau du fichier la NIP, où aujourd'hui, avec déjà 10 minutes, vous pouvez entrer en possession de votre acte de naissance. Là, c'est diable. C'est là où moi je peux. Les citoyens en ont besoin. Oui, on en a besoin. Parce que tout citoyen béninois a droit à un acte de naissance. Ok, on va revenir sur le système numérique. Donc, du côté infrastructure, pour vous, rien n'a évolué. Non. Ça a évolué, mais ce n'est pas encore ça. Le citoyen n'a pas besoin de ça. Non, pour le moment. De l'ancien d'église. Mais sur l'aspect. Non, je crois qu'il est dans son rôle et il faut tout faire pour l'aider à garder la tête sur les épaules. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous prenez le comptement de la traversée de la ville de Parakou, la monture de Sepaboni Yahi, ce n'était pas la double voie. Est-ce que vous savez ça? Oui. Il a fallu le président Patalon qu'elle a pris quoi pour dire on va faire tout voie. Et vous allez constater que du Carrefour Mathieu Kérékou au marché à Teké, c'est une seule voie. Et vous savez quelle difficulté ça crée la population aujourd'hui?
Quand on prend Claude Ibé, parce que vous n'avez pas de Claude Ibé, vous n'avez pas de la part de l'Amazon, parce que qu'elle est consort. Le président Boni Yahi, d'habitude, on le voyait souvent par rapport et à Tiaoro. Qu'est-ce qui a empêché Boni Yahi d'avoir une infrastructure de la taille de Claude Ibé, de Claude Ibé à Parago, avant de partir? Yahi Boni était pour tout le monde. Donc le président Patara je ne veux pas. Ne mangez pas le piment dans ma bouche. Non, ce que vous dites, c'est quoi? Comme vous l'avez dit, chacun vous a fait ce qu'il fait. Et c'est en fonction de ce que chacun fait que nous allons apprécier. Okay. D'accord? Sinon, regardez ce que nous avons comme stade ici à Parago. Voilà. C'est digne de Boni Yahi. Mais le pouvoir est une continuité, non? Il ne l'a pas fait. Non, il l'a fait. Il l'a fait. Le stade. Yaya a réhabilité le stade. Yaya a réhabilité le stade. À quel événement? Les gazons, c'était au temps de qui? Les gazons sont venus, les gazons synthétiques. Regardez. La clôture du stade. Je vais vous dire quelque chose. La clôture du stade que vous voyez là, je vous lance un défi. Moi, je suis né ici. Ce n'est pas en brique, en bloc. C'est un truc fabriqué. Il a fallu l'arrivée de Pape Jean-Paul II ici pour qu'on tente autre chose. Quand on voulait faire le premier temps par la cour, on a essayé. Et une partie de la clôture est tombée après. Vous comprenez? C'est ça le mérite de Parakou. Attends, c'est ça le mérite de Parakou. Comme le président Talon est venu, il a lancé. Vous dites quoi? Hier, et je l'ai dit sur ce plateau-là, vous me donnez l'occasion de le faire en matière d'infrastructure. Il y a des zones inaccessibles hier à Calabre et à Cotonou et environ qui aujourd'hui sont faciles à Papa, à Gla, Foudier et consorts. On avait la chance qu'on avait, ce que vous constatez comme moi pour Parakou là, c'est Boni Yahi qui devait mettre le paquet avant de quitter le pouvoir. Vous étiez là quand nous menions cette lutte-là, ici à Parakou, où chaque matin on croyait pour dire ce n'est pas bon, on en a besoin. Les gens nous disaient quoi? On était menacés, je peux citer des noms, mais ce n'est pas nécessaire. Pour dire quoi? En matière d'infrastructure, nous avons eu d'avancées. Les zones que vous appelez zones de production de coton, la plupart des voies, on connaît une touche pour que ça puisse circuler. D'autres disent même que c'est parce qu'il y a du coton, l'enjeu du coton, qu'on a fait ces voies-là. Même en matière de route, on a pu s'évoluer, vous devez être d'accord avec moi. Maintenant, quand on prend Parakou, je dis peut-être pas la faute à Boni et à Patrice Talon, c'est notre faute. Notre politique à Parakou ne nous permet pas d'avoir des projecteurs sur la ville. Parce qu'on a des trucs politiques, tel comptoirs, et ça fait qu'on nous laisse passer. Sinon, lorsque vous prenez de Cotonou, vous l'entendez dans Ouida, vous parlez la zone de Lomé Plateau. Aujourd'hui, c'est vrai, comme vous le dites, il y a une certaine continuité, parce que quand on parle à la voix, ça avec et tout, c'était un projet de Boni Yahi qui a été concrétisé. Mais ça a été réalisé sous le président Patrice Talon. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Du coup, on ne peut que raisonner en matière de réalisation. C'est parce que vous avez commencé par dire Sud-Nord, et je sais que vous ne posez pas de débat des journalistes, que j'ai voulu quand même vous faire savoir que 10 ans après, on n'a rien eu de Boni Yahi. Et ça, vous ne pouvez pas me démontrer le contraire. Et 8 ans après aujourd'hui? Et 8 ans? 8 ans après, oui. Si on va faire un débat local, parce que tout à l'heure, on parlait d'un parti, c'est un fief. Oui. Je voulais vous rappeler que nous parlons d'élection présidentielle. En matière d'élection locale, on parlera de fief. 8 ans après. Oui, en termes d'infrastructure. Pour Parakou, oui. Donc Parakou, nous sommes derrière. Et je l'ai dit plusieurs fois ici. Oui. Nous ne sommes pas satisfaits à Parakou. Le dit, c'est se renier. Nous ne sommes pas satisfaits. On veut plus le regard du chef d'État sur les 2 ans pour mettre le paquet sur Parakou. Mais de façon globale, mais Parakou est un ministre. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire dans le débat. Voilà. D'accord. L'autre secteur qui préoccupe plus d'un, c'est le secteur social. Et sous Patrice Talon, 8 ans après, on pourrait dire, et le chef de l'État, à l'orée de son second mandat, l'a annoncé que ce mandat sera hautement social. Mais aujourd'hui, il ne reste que 2 ans pour achever ce deuxième mandat. Mais 8 ans après, et dans l'ancienne église sur le plan social, quelle lecture, quelle analyse pourrait-on faire du panier de la ménagère? C'est amer, c'est difficile. C'est difficile parce que nous le vivons au quotidien. Et vous savez, là où le débat sur le plan social m'intéresse, c'est que le président Patrice Talon, pour cette sortie médiatique, lui m'avoue que ça ne va pas. Et lorsque vous êtes en 2017 et que vous dites à Parakou, on faut serrer la ceinture, et on se retrouve en 2024, et votre discours tente à faire croire que ça ne va pas, vous devez vous remettre en cause en tant que président de la République. Il est vrai que certaines pratiques ont été retirées de la vie des Béninois, et ça fait qu'aujourd'hui, nous le ressentons comme beaucoup de douleur, parce que hier, ce n'est pas formel, mais à travers un meeting, on peut régler une petite situation dans une maison. Les gens peuvent venir à la paix, ça n'existe plus. Vous comprenez? Sinon, en réalité, sur le plan social, il y a des efforts qui se font. Par exemple, quand vous prenez les jeunes filles, par exemple, il y a beaucoup de jeunes filles qui reçoivent des momos pour les accompagner, pour les maintenir. À travers le projet SWED, oui, si on peut le dire ainsi. Si on peut le dire ainsi.
Et la question de la cantine scolaire qui est devenue référence dans la... Ça existe parce que je ne sais pas si c'est arrivé. Nous sommes allés à l'école dépôt, les tapettes trouées. Même le délai de l'Okaki. Mais aujourd'hui, les enfants ont quand même un repas chaud à midi. Et nous avons gardé, je ne sais pas comment on appelle ça, coche. Hein? On fait ça, c'est le tailleur du quartier qui fait ça, on mettait nos cahiers dedans. Aujourd'hui, les sacs UNICEF qui accompagnent. Mais aujourd'hui, lorsque vous allez sur le marché, aujourd'hui, tout le monde connaît que le prix du maïs est cher. Quand c'est cher comme ça, alors qu'en temps, vous avez supprimé beaucoup de primes, jusqu'à supprimer désormais les tickets valeurs. Quand vous supprimez tout ça et vous concentrez le Béninois sur son salaire, et que le prix du maïs monte, ce n'est plus proportionnel. Du coup, il sent la difficulté parce que le pouvoir d'achat a baissé. Et ça rend le panier de la ménagère vide. Donc, ce sont des problèmes que le chef d'État doit prendre en compte. Parce que hier, je me rappelle, Soubouni Yahi, comparaison n'est peut-être pas raison, il est arrivé un temps où les choses sont devenues très chères. Et ça allait, le débat allait était en cours dans le pays. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit on arrête tout, organiser un forum sur la cherté de la vie. Pour tenter de voir comment l'État peut accompagner. Donc, moi, je pense que le chef d'État, qui est le président de tout le monde, peut également marquer des pauses pour dire ça ne va pas. Et tout le monde dit que ça ne va pas. Comme il a fait dans le cas du Niger, où il a dit un matin, il a un temps pour accuser, il a un temps pour attaquer, mais il a un temps pour reconnaître que ce que nous faisons n'est pas bien. Je pense qu'actuellement, ça ne va pas. Les gens mangent difficilement. C'est difficile de s'épanouir aujourd'hui. Et il peut faire quelque chose parce qu'on nous avait dit hier qu'il est le plus riche et qu'avec une petite partie de sa fortune, on peut se sentir très à l'aise. Sur le plan social. Sur le plan social, Donatien a déjà abordé la grande partie. Donc il faut reconnaître que ça ne va pas. Le citoyen béninois ne mange pas qualité, il mange quantité. Parce que le panier de la ménagère est vide. Et il faut voir qu'est-ce qu'il y a à la base de tout ça. Et c'est ce que nous avons énoncé au préalable. Qu'est-ce que c'est la base de ça? Voilà, si l'agriculture est faible, le résultat de l'agriculture est faible, il y aura des répercussions. Aujourd'hui, le maïs. Est-ce que le résultat de l'agriculture? Mais écoutez, on peut compter le nombre de personnes qui ont fait le champ de maïs. Je fais le champ. L'engrais que j'ai acheté, si vous allez sur mon sol jusqu'à l'heure, là, c'est là. L'engrais là est là. C'est-à-dire? Ce n'est pas de la bonne qualité. Je ne peux pas dire que c'est la bonne qualité. Non. Mais juste là, oui. Au lieu que ça se dissout, ça ne se dissout pas. Nous avons un engrais qui, entre-temps, c'est-à-dire, lorsque vous mettez ça sur le sol, après une pluie, ça se dissout et vous avez un bon résultat. Mais cette fois-ci, l'année passée, tous on l'a regretté. Nous avons regretté énormément. Le maïs aujourd'hui est à 38 000, 40 000 le sac. Ce que nous avons acheté à 12 000 par le passé. Donc, combien de citoyens arrivent à s'acheter le maïs? Ça ne va pas. Et c'est ça qui entraîne ce que nous voyons, l'insécurité. C'est ça qui amène l'insécurité, où je vais déjà aborder le problème de l'insécurité déjà. Voilà. C'est ça qui amène l'insécurité. Les familles, aujourd'hui, il y a des familles, je vous assure que vous avez peur. Lorsqu'il vient, il frappe à ta porte. Il dit, j'ai un problème de 300 francs. Ne serait-ce que pour joindre les deux bouts. Même si tu lui dis d'aller travailler, il ira faire quoi? Il va rester au bord de la voie pour dire, je veux travailler. Et le courage, je le dis. Du côté social, le président Talon a échoué lamentablement. Et je prends le citoyen président Talon là. Oui. Ce n'est pas en réalité Talon qui est mauvais. Et je le dis chaque fois. Pour vous, qui est mauvais alors? C'est derrière, c'est le derrière. Vous mettez quoi dans derrière? Vous voulez parler de son entourage? Son entourage. On a dit ça de Boni Yahi. Non. Vous parlez de Yahi Boni. Yahi avait fait confiance aux gens de Parakou. Il les a tout confiés. Aujourd'hui, lorsque vous prenez Patrice Talon en tant qu'individu, ce n'est pas qu'il est si tant mauvais. Mais c'est son entourage. C'est son entourage. D'accord. Donc, déjà à moins de 24 mois, est-ce que quelque chose est possible? On a là, c'est wait and see. On espère. Sur le plan éducatif, rapidement, pour on tend vers la fin de cette émission. Non. Éducation et sécurité. Vous allez constater que généralement, et c'est ça qui donne la force aux écoles privées, on n'arrive pas à respecter l'intégralité du programme au niveau du public, à cause des crèves parlées, des situations de... Mais aujourd'hui, par exemple, c'est vrai, on a trouvé qu'on a limité un peu les libertés, mais il n'y a plus de grève dans le système, et ça fait qu'on va presque à l'intégralité du pouvoir.
ajouter à tout ce que j'avais dit, cantine scolaire. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, les publics ont retrouvé leurs forces. On ne peut pas dire que c'est mauvais. On ne peut pas dire que c'est mauvais. Vous avez vu, comme le disant, il a dit, Patrice Talon lui-même l'a dit, qu'il aurait souhaité qu'en circulant, que les gens, pour dire que c'est le meilleur, il y a eu des gens qui ont été radiés du système médicatif, qui ont été réintégrés récemment. Oui. C'est pour ça que je dis que fermer, radier, tout ça, ça agit sur le social. Parce que j'ai des amis avec qui nous avons fait le collège, qui sont devenus enseignants, qui sont restés pratiquement 3-4 ans à la maison. Vous imaginez, sans salaire, sans rien, mais qui ont été réintégrés aujourd'hui. Donc, moi je pense qu'à l'avenir, il faut voir l'impact de certaines mesures pour accompagner. Donc, sur le plan éducatif, c'est vrai qu'à l'université, récemment, j'ai écouté les démocrates dire qu'on n'a pas construit d'amphi depuis 8 ans. Bon, après tout, chaque gouvernement a ses priorités. Si le besoin se fait sentir, il va falloir donc que le chef d'État prenne ça en considération pour intégrer. Sinon, globalement, ça n'a pas trop frotté. Mais ce qui a plus gêné, c'est si vous allez sur les campus, vous allez voir qu'il n'y a pas eu suffisamment de recrutement. Et beaucoup ont le grade de docteur qui peuvent enseigner, qui attendent d'être recrutés. Et ça fait que ce n'est pas la joie. C'est pas la joie. Ajouter à d'autres primes qui ont été supprimées, ça fait que c'est un peu difficile également. C'est normal. D'accord. Lorsqu'on qualifie le Bénin d'un désert de compétences, vous voulez qu'on construise les amphithéâtres? C'est pas lié. Mais c'est lié. C'est les cadres à l'université. Sur le plan éducatif, je peux toutefois dire il y a un manque de construction des infrastructures, d'où il y a l'accumulation des classes. On prend le CI, on mélange ça au CP, on prend C1, on mélange ça au C2. Donc, il n'y a pas eu tellement de construction pour qu'il y ait une institution. CI, c'est CI avec des effectifs plutôt que nous connaissons. Donc, aujourd'hui, moi, je peux toutefois dire que l'éducation est à terre. L'éducation à terre, l'éducation à terre, parce qu'il n'y a pas eu de mesures d'accompagnement, sauf tout récemment. Mais les AME, quand même, aujourd'hui, malgré des luttes, j'ai été enseignant, malgré des luttes, ils ont eu au moins... Aujourd'hui, le salaire, c'est 12 sur 12. 12 sur 12, mais est-ce qu'il faut voir la réalité, il faut voir la véracité des choses. Ils sont bien payés. Vous êtes sûr? Ils sont bien payés. C'est ça que vous appelez bien payés? C'est ça que vous appelez bien payés? Ils ont des avantages. Quel avantage? Lequel? Donc l'effort de passer de 9 à 12 mois, c'est pas un effort salué. Les efforts sont faits quand même dans ce sens-là. Ils sont tranquilles à la maison, eux, ils ont eu gain de cause. Non, je vais vous dire, c'est tout un processus. Parce que hier, par exemple, nous avons connu des... Nous avons fait... Moi, j'ai fait 10 ans de vacations. J'ai fait 10 ans de vacations. Je sais ce qu'un enseignant a dû. Ce n'est pas facile. Je sais. Et actuellement, on dit qu'il faut faire 25 heures. S'il y a bien moi, il faut faire 25 heures. D'accord. Donc, sur le négatif aussi, c'est à terre. Moi, je dis, il faut aller à la construction des infrastructures, d'où la substitution des classes. CI, c'est CI. CP avec des nombres limités. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, vous avez parlé des écoles privées. C'est normal. Le privé, c'est le privé. C'est ce que tu as dit. Celui, c'est pas l'argent qui est un problème. C'est le résultat. L'enseignant qui va à l'école. C'est l'argent. Je vous rappelle que dans le privé, c'est l'argent. L'argent ne refuse pas, mais le résultat compte plus. Il y a des non-payés. Lorsque vous allez dans les privés, il y a des parents qui ne payent pas. Mais le fondé, lui, il essaie de garder un peu son sang-froid. Tout juste pour pouvoir arriver à la fin de l'année pour dire, bon, l'école a donné tel pourcentage. C'est ça, lui veut. Vous voyez? Maintenant, lorsque vous prenez les écoles publiques, l'enseignant qui vient, d'abord, tu ne sais pas ce qu'il a mangé. Le maïs est cher, tout est cher. Il dort affamé. Vous voulez qu'il aille donner quoi le matin? D'accord. Sur la question... Psychologiquement, il est atteint. Pour vous, c'est que... Vous avez vu les enseignants qui se donnent la mort. Un enseignant qui se donne la mort. Depuis, moi, je n'ai jamais vu ça. D'accord. À vous entendre. Les fonctionnaires se lèvent, ils se donnent la mort. Parce qu'il a des problèmes. À vous entendre, c'est que sur le plan éducatif également, il n'y a pas eu d'avancée. Écoutez, est-ce que psychologiquement, un cadre, parce qu'un enseignant c'est un cadre, peut se donner la mort parce que ça ne va pas? Il y a un milliardaire sud-africain qui s'est donné récemment la mort. Non, lui c'est un milliardaire. C'est en Sud-Afrique ça. Ici nous parlons de Bénin. Sanusi, il reste encore quelques mois à Patrice Talon, moins de 2 ans pour la fin de son mandat. Quelles sont vos attentes pour moins de 2 ans? Tout est possible. Voilà. Tout est possible pour le président Talon. Nous lui demandons simplement de convoquer une assise nationale afin que les fils et filles puissent se parler, se pardonner. Mais la quiétude n'est pas trouvée dans le pays. C'est vous qui voyez ça. C'est vous qui voyez ça. Je vous jure, ça ne va pas. Il assise nationale, les fils et filles vont se pardonner, se parler,
pour qu'il y ait une réorganisation, un nouveau départ pour le développement du Bénin. Le Bénin, c'est pour nous tous. Moi, je n'ai pas deux nationalités. Peut-être que Donatien en a, mais moi, je n'ai pas deux nationalités. On s'assied. Nous sommes en train d'aller vers des élections générales de 2026 que le Bénin n'a jamais connues. Bon, cette fois-ci, nous ne voudrons plus les événements de 2019, de 2021, où ils vont dire tel est parti en exil, tel est emprisonné. Non. Asseyons-nous, assises nationales, revoyons le texte pour qu'il n'y ait pas des lois chrysogènes que ce que nous sommes en train de voir. De Donatien Nyeglé, 2 ans encore de la fin du mandat de Patrice Talon. Et également là, cette question-là qui fâche des détenus politiques, tout ça là. J'allais en parler, il n'a pas eu la chance d'en parler. Voilà. Et je vais vous rassurer qu'une seconde nationalité, ce n'est pas interdit, ça m'intéresse. Si vous avez la possibilité de développer. Donc je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, il y a une session qui démarre au Parlement, qui est une session importante pour le peuple béninois, parce qu'il y a des points qui permettront de décrisper un peu la tension sociopolitique dans notre pays. Parce que les réformes politiques sous le président Patrice Talon ont des avantages, ont des inconvénients, ont des forces et des faiblesses. Et la loi sur l'amnistie, pour ma part, est une loi très importante. Cette proposition est à prendre en compte pour ramener un peu un calme. Il y a un calme qui n'existe pas dans le pays. C'est pas dans le bruit. Parce que hier, par exemple, en 2016, Patrice Talon et Adiavon ensemble. Ils ne sont plus ensemble aujourd'hui. Et lorsque, comparaison n'est pas raison, mais lorsque vous voyez un peu la question au niveau de la sous-région, pourquoi Macky Sall a été obligé à un moment donné d'aller à la loi sur l'amnistie? C'est pour baisser le mercure. Donc si aujourd'hui nous avons cette possibilité, il faut qu'on puisse la saisir pour ramener un peu le calme. Donc moi je pense que la session qui a démarré au Parlement est une session de grande importance pour moi. Et sur les autres, j'ai parlé de la Sonapra, si vous m'avez suivi bien cette émission. J'ai parlé de Cotem, j'ai parlé de Port-Sec, et j'ai parlé de Parakou, qui a besoin encore plus de regard partenaire du chef de l'État sur la question d'infrastructure. La jeunesse de Parakou, elle n'a pas trop de lieux de loisirs et décents. Et ça fait que les buvettes, parfois, absorbe une grande partie de cette jeunesse-là. Les week-ends, c'est les ghettos. Les ghettos, vous comprenez. Donc, parfois, le manque d'infrastructure peut nous amener à ça. Donc, si il a parlé de nous avons un ministre, si notre ministre peut être notre interlocuteur, nous avons députés, nous avons anciens députés, nous avons anciens maires, beaucoup sont autour du chef de l'État, ils peuvent quand même essayer quelque chose. Et moi, je pense que le chef d'État sait avec précision ce qui se passe, parce que on a lu Jeune Afrique, on a vu un peu comment ça se passe, même dans son cercle fermé, où les gens attirent son attention sur certaines de choses. Il n'a qu'à prendre son temps à les analyser pour voir l'importance de ces recommandations, les appliquer pour que ce qu'il fait comme réalisation puisse être en phase avec l'ambiance qu'on veut et que à terme le Bénin puisse avoir le minimum pour manger, parce que le Bénin mange difficilement aujourd'hui et ça contraste avec la beauté qu'on observe dans le pays. Le Béninois mange difficilement aujourd'hui. C'est sur cette phrase de Donatien Nyeglé que nous mettons un thème à cette émission. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Donatien, merci. Merci, c'est moi. Sanoussi, merci également d'être passé. Pour quand même ce plateau partagé, on a passé en revue la gestion de Patrice Talon 8 ans après son accession à la magistrature suprême, et 8 ans après, on a également on a fait un bilan dans les différents secteurs, notamment la santé, l'éducation, les infrastructures, l'économie et l'agriculture. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à très bientôt.